Jean-François Clairvoy, bonjour. Vous avez été 3 fois dans l'espace, vous avez participé à des expériences scientifiques. Que peut-on découvrir encore aujourd'hui? Les expériences que réalisent les astronautes dans l'ISS pour le compte des chercheurs qui sont sur Terre, qui sont ceux qui analysent les données puis les publient dans les grandes revues scientifiques, couvrent tous les domaines de la science. Physique des fluides, des matériaux, chimie, biologie, physiologie, médecine. Alors effectivement, en médecine, c'est intéressant parce que un astronaute dans l'espace, dans la longue durée, il manifeste des symptômes qui, pour un terrien, seraient signes de pathologies graves, le sida, l'ostéoporose, troubles cardiaques, troubles de l'équilibre, problèmes visuels, etc. Mais chez l'astronaute, c'est normal. C'est pour ça que on fait beaucoup avancer la médecine et qu'on oriente de plus en plus la recherche sur les astronautes. C'est sur la partie sur la médecine, mais c'est aussi parce que on veut utiliser les SS aujourd'hui comme un lieu sur lequel on apprend pour les vols futurs qui seront très lointains et très longs surtout. Donc on commence à organiser plusieurs missions à bord de l'ISS qui sont plus longues que les 6 mois traditionnels, qui sont typiquement de 1 an et peut-être qu'on aura bientôt 1 an et demi. Les astronautes regardent la Terre, prennent des photos pour les spécialistes. Ils ne font pas eux-mêmes de l'analyse de ce qu'ils observent, mais on leur demande souvent dans les messages qu'ils reçoivent quotidiennement, ah aujourd'hui tu vas passer au-dessus de tel endroit sans nuage, on aimerait bien que tu prennes une photo en oblique avec tel angle, tel éclairage du soleil, parce qu'après ça permet à des spécialistes de l'observation de la Terre de faire des comparaisons avec des photos prises par satellite qui sont toujours verticales et de pouvoir faire des corrélations. Alors il y a quelques expériences dans l'ISS concernant la culture de plantes. Des astronautes ont déjà fait pousser des salades qu'ils ont mangées. Apparemment, c'était très bon. Ils ont aussi cultivé des fleurs, juste pour voir quel type de plante peut pousser et comment la tige grimpe sans qu'il y ait de gravité. Ça donne une fleur qui est très jolie, mais qui est effectivement très tordue aussi. Aujourd'hui, l'ISS est vraiment orienté en termes de contenu de recherche faite à bord pour servir les missions futures qui seront de longue durée. Donc beaucoup plus de missions d'études médicales où les astronautes sont cobayes de leurs propres expériences sur le cœur, sur les yeux, sur les muscles, sur les os, sur l'orientation, sur le pilotage psychomoteur, de leur habileté à piloter par exemple. Est-ce que la Station spatiale internationale est visible à l'œil nu depuis la Terre? On peut voir l'ISS quand elle passe à la verticale de notre lieu de résidence, à condition qu'elle soit encore éclairée par le soleil quand nous sommes dans la nuit, c'est-à-dire avec l'œil adapté à l'obscurité et sans lumière parasite qui la masquerait. Donc c'est souvent après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil, quand nous sommes dans la nuit, mais que la station étant suffisamment haute voit encore le soleil. Il y a plus de 50 ans, nous étions déjà sur la Lune. Pourquoi y retourner aujourd'hui? Et avec quelles difficultés? À propos de la Lune, alors SpaceX vient d'être choisi par la NASA comme le seul contractant, au lieu de deux, comme la NASA l'avait prévu au départ, pour les atterrisseurs lunaires des missions qui vont venir dans cette décennie. Alors pourquoi? C'est vraiment le scoop. Tout le monde pensait que le partenariat qu'avait organisé au niveau national Jeff Bezos avec Blue Origin allait gagner, mais SpaceX apparemment a proposé une structure de management, d'essai et aussi un système technique très innovant, donc une fusée qui rappellera celle de Tintin, un gros cigare pointu posé à la verticale, qui se pose à la verticale, qui redécolle à la verticale entièrement. Donc c'est le même vaisseau qui fera des allers-retours entre l'orbite lunaire et la surface de la Lune. Alors quelles sont les nouvelles technologies depuis Apollo? Sur le plan technologique par rapport à Apollo, c'est que les vaisseaux sont réutilisables. Ceux de SpaceX, pour aller en orbite et revenir, la capsule, c'est la même qui revole. Par exemple, celle dans laquelle vole Thomas Pesquet ce jeudi, 22 avril, c'est la capsule qui a servi au vol d'essai, de démonstration, il y a 1 an. Et ce que prévoit SpaceX pour l'atterrisseur lunaire, c'est un Starship, vaisseau en forme de cigare verticale, qui fera des allers-retours entre l'orbite lunaire, où se trouvera la station spatiale internationale, le portail, qu'on appelle en anglais le gateway, et la surface. Voilà. Donc, à l'époque d'Apollo, un vaisseau ne servait qu'une fois. Le LEM descendait, remontait, terminé. Mais le vaisseau de SpaceX fera des allers-retours en un seul morceau, sans laisser des moteurs à la base. Ça, c'est une nouveauté et tout le monde est intéressé de voir comment on organisera tout ça. Aujourd'hui, les lanceurs sont un peu plus fiables parce que alors, il y a deux techniques pour rendre un lanceur fiable.
On fait beaucoup d'analyses et d'études, ça prend du temps, ça coûte cher, mais le jour où ça décolle, probablement avec du retard, ça marche. Ou alors, on a une cadence de tir et d'essai très élevée. Toutes les 2-3 semaines, on lance, comme le Starship de SpaceX. Ça marche pas, mais à chaque fois, on apprend, on tire les leçons, et puis un jour, ça marche. Mais quand ça marchera pas parce qu'on aura passé beaucoup de temps à faire d'analyses sans voler, c'est parce qu'on aura beaucoup volé avec beaucoup d'accidents. Par exemple, le Starship à ce jour n'a pas réussi un seul vol avec succès total. Ils ont tous explosé juste avant ou juste après ou exactement à l'atterrissage. Mais à chaque fois, SpaceX apprend beaucoup. Du temps d'Apollo, les risques n'étaient pas moindres, notamment pour rejoindre le module qui faisait le tour de la Lune pour le rendez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de risques? Oui, le risque majeur à l'époque, oui, au sujet, oui, une autre différence entre le Starship de SpaceX et le module lunaire de l'époque d'Apollo, en ce qui concerne les allers-retours entre l'orbite lunaire et la surface lunaire, c'est que le Starship, il aura des dizaines de moteurs à sa base et il pourra très bien accepter que certains ne se allument pas, ça l'empêchera pas de décoller pour aller rejoindre le portail, comme on appelle cette future station en orbite lunaire. Et quelles sont toutes les raisons pour retourner sur la Lune? Alors, il y a toujours trois grandes familles de réponses. Les réponses politiques. Les Chinois ont annoncé il y a quelques années, dans leur feuille de route, voilà, les Chinois ont annoncé qu'en 2030, ils ont l'intention de poser un Chinois sur la Lune. Ils ne sont pas dans une compétition, mais les Américains ont été piqués au vif et se sont dit non, on ne va pas les laisser retourner sur la Lune avant nous. Donc, on y retournera en 2028. Et puis le président américain, tout seul, a décidé non, ce sera pas 2028, ce sera 2024. Probablement parce qu'il voulait le faire sous son second mandat. Mais 2024, c'est pas possible dans le timing compte tenu des budgets de la NASA. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle la NASA a choisi SpaceX et pas les deux autres consortiums pour le fournisseur de l'atterrisseur lunaire des futures missions lunaires, c'est parce que SpaceX était beaucoup moins cher. Alors la deuxième raison pour laquelle on retourne sur la Lune, c'est une raison opérationnelle. La Lune va être un terrain de répétition, d'apprentissage des opérations que représente une mission autour d'un autre corps céleste que la Terre. Donc au lieu d'aller vers Mars tout de suite, répétons sur la Lune ce que l'on veut faire un jour vers Mars, recycler, ravitailler, échanger les équipages, tester des systèmes de télécommande à distance de robots depuis l'orbite du corps céleste ou depuis l'orbite lunaire. On télécommandera des robots à la surface, on fera ça un jour sur Mars. Et puis bien sûr, une troisième raison classique, c'est que les scientifiques, qui ne sont pas la justification à eux seuls des missions lunaires, ils disent bien sûr, ah ben si vous retournez sur la Lune, on a plein de choses intéressantes à faire sur la Lune. Toujours étudier le sous-sol, savoir s'il y a de l'eau, si on peut extraire de l'oxygène pour les habitats par exemple, installer des radiotélescopes sur la face cachée qui ne seront jamais perturbés par les parasites radio depuis la Terre. Voilà, donc il y a des raisons politiques, des raisons opérationnelles et technologiques pour préparer les missions martiennes qui viendront après, et puis toujours utiliser la Lune comme objet scientifique fabuleux, intéressant et fascinant, puisque la Lune, elle est entre autres responsable de la pérennité de la vie sur Terre. On pense que si la Terre n'avait pas ce satellite naturel qu'est la Lune, la vie ne serait certainement pas comme elle l'est aujourd'hui. Et peut-être qu'il n'y en aurait plus du tout d'ailleurs. Alors, un thème de science-fiction, en ce qui concerne la Lune, qui était très cher à Jack Schmitt, le géologue qui a marché sur la Lune lors de la dernière mission lunaire Apollo 17, sur l'hélium 3 qui était mis en grande quantité par le Soleil. Donc ce que disait Jack Schmitt, c'est qu'il y en a des millions de tonnes donc piégées dans le régolithe lunaire, la couche, les premières couches de surface de la Lune. Et si on maîtrise la fusion thermonucléaire, son estimation à l'époque, c'était avec 100 tonnes d'hélium 3, on satisfait la demande énergétique de la Terre entière, toute forme d'énergie confondue, pendant 1 an. C'est le super Graal. En plus, c'est propre. Voilà. Mais c'est de la science-fiction. C'est pas interdit par les lois de la physique. Mais en termes de technologie, on est très loin d'avoir maîtrisé la fusion, d'avoir maîtrisé aussi les techniques d'extraction de l'hélium 3 de la Lune. Une petite information technique intéressante sur la Lune, c'est que la Lune est plus attirée par le Soleil que par la Terre. Donc la Lune est avant tout un corps céleste en orbite autour du Soleil et qui est parasité par la Terre, qui lui fait faire une trajectoire en forme de bigoudi autour du Soleil. Un homme ou une femme debout sur la Lune subit une force d'attraction gravitationnelle 2 fois plus grande par le Soleil que par la Terre. Mais bien sûr, il ou elle reste sur la Lune, puisque la Lune est le principal attracteur au moment où on est sur la Lune. Voilà.
Voilà, c'était mes petites histoires, Gérard.